Oh, c'est une merveille. Donc, on est très, très heureux d'accueillir Renaud Snanouge, chef de service de Bicêtre, que l'on connaît avec Alexandre depuis les époques de Saint-Louis, donc ça fait maintenant quasiment 30 ans, et qui est à la tête d'une équipe tout à fait exceptionnelle qui a travaillé sur plein de choses. La dernière fois, je pense, quand tu es venu nous parler, c'était sur les épitophes. Ouais. Voilà, donc, je suis âgé, je vous en avais déjà parlé aussi. Ouais. J'essaie de mettre un petit peu des choses un peu nouvelles, bien que non, mais les interrogations qu'on rencontre à l'heure actuelle et qui sont et qui bougent un peu la communauté néphrologique. On peut le dire. Nous, on a le problème des sujets âgés qu'on greffe et des sujets qu'on a greffés jeunes et qui vieillissent. Ouais. Je pense que c'est le cas de tout le monde, pour les vieux qui ont des vieux patients, et c'est vrai que ça commence à devenir un petit peu complexe. Et on a été jusqu'à hier, un patient un petit peu complexe, on peut faire à nous. Donc, on t'écoute avec je me mets intérêt. Oui, c'est parfait. Et puis, comme je disais, malheureusement, je crois que je peux partir un petit peu en avance. On t'écoute. Merci beaucoup de l'invitation. Donc, oui, j'essaie de changer un peu le titre pour avoir une perspective un peu positive, parce que sinon, je fais toujours le constat, et puis finalement quand même, moi qui vois beaucoup de patients âgés qui sont adressés pour une transplantation rénale, bah, c'est une réflexion que j'ai au quotidien et qui évolue. Donc, je fais part un peu de mes éléments de réflexion étayés par un peu de littérature. Bon, que l'âge ne constitue pas une limite à la transplantation, on en est tous convaincus. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que l'âge est un facteur essentiel dans le pronostic de la greffe. Et même si, évidemment, individuellement, on peut greffer des gens très âgés, l'augmentation de l'âge, quand même, change les résultats en termes d'espérance de vie et de bénéfices de la transplantation. Et donc, on va parler un petit peu des pistes d'amélioration et de réflexion qu'on peut avoir pour à la fois bien sélectionner, parce que la transplantation du sujet âgé, c'est avant tout une affaire de sélection du receveur, et puis également voir comment dans nos pratiques on peut un peu changer les choses, et beaucoup dans l'acceptation des donneurs. Parce qu'il y a un couple receveur-donneur, ce qu'on va voir à la fin, qui est vraiment un couple tout à fait critique. Les résultats, je les ai remis comme ça à partir du registre de l'Agence de la biomédecine. Globalement, en haut, c'est la survie globale, donc avec perte de greffon et décès du receveur. Je trouve que quand même, c'est des résultats qui, même si on ne les compare pas à la dialyse, parlent d'eux-mêmes. Hein. Quand on regarde les plus de 75 ans, un an après la greffe, on a 20% de perte de greffon. Et quand on regarde en dessous, c'est la survie censurée pour le décès. On voit qu'on est à 90%. Donc, c'est ce qu'on connaît tous. C'est-à-dire qu'en gros, 50% des pertes de greffon sont liées au décès du receveur. Mais quand même, rien que ce chiffre brut, vous prenez des sujets de plus de 75 ans, vous regardez un an après, il y en a 10% qui sont décédés, 10% qui sont retournés en dialyse. Rien que ça, c'est quand même déjà, voilà. Donc, c'est déjà des informations, je pense, à donner aux patients. Moi, c'est les chiffres que je donne. Parce que c'est les chiffres de l'Agence de la biomédecine et que globalement, on a à peu près les mêmes dans l'équipe. Voilà. Ça m'intéresse parce que c'est ce que tu dis aux patients. Oui, je leur dis. Moi, je leur dis, je leur dis même plus, je leur dis, il y a 25% d'échecs. Parce que je considère aussi, ça je vous le remontrerai, qu'il y a un certain nombre de patients qui ont une altération de la qualité de vie et je pense que c'est 5 à 10% en plus. Donc, moi, je donne ces chiffres. Voilà. Parce que, voilà. Et en plus, parce que honnêtement, je ne suis pas non plus, même si évidemment maintenant, peut-être que j'arrive peut-être un petit peu mieux à les identifier, mais je ne suis pas sûr que le patient que j'ai en face et que je vais inscrire ne va pas tomber dans ces 20%. Et on a encore des pertes de greffon, je veux dire, dans notre activité de centre de transplantation, il y a plein de sujets âgés dont le rein ne dépasse pas l'année. Et on a encore des décès. Donc, ça veut dire qu'on ne sait pas bien les identifier. Donc, on a ce travail, encore ce travail à faire d'identification. Donc, je suis désolé, mais la limite, parce que ça me fait probablement changer
Et si tu as une idée, tu en as combien qui finalement veulent pas? Quand tu dis 25% qui vont pas être très heureux au Surtout bout ceux d'un qui an. me voient, combien j'en dissuade? Parce qu'il y en a que j'essaie de dissuader. Oui. Voilà. Je sais pas, peut-être un tiers. Quand même. Non, mais c'est ça. Non, mais je suis beaucoup plus dissuasif qu'avant. Voilà. Je suis arrivé il y a bientôt 6 ans à 17. Je n'avais pas ce discours, maintenant. Voilà. Et je leur dis, même si vos comorbidités, même vous allez voir l'anesthésiste, vous allez voir le chirurgien, ils vont vous dire OK. Et moi, je vais regarder vos comorbidités, je vais vous dire OK. Bon, voilà. Je dis, pourtant, vous avez quand même ce risque-là. Parce que ces résultats-là, c'est des résultats d'équipes qui font bien leur job, a priori. C'est-à-dire qu'ils font le bilan de pré-transplantation. Probablement, ce que ça ne prend pas en compte, c'est l'évaluation de gériatrie. Et maintenant, un outil qu'on utilise quand même plus systématiquement, moi que je fais systématiquement avec les gériatres de biceps à partir de 70 ans, mais de façon étonnante, on travaille très peu de patients. C'est quoi? Pardon? Et c'est quoi? Non, la consultation gériatrique. Je collabore avec une gériatre qui voit tous les patients de plus de 70 ans, qui fait vachement bien son boulot, mais qui, peut-être, on va dire, récuse 10-15% des patients. Tu vois, bon. Mais bon, c'est. Non, mais c'est. Je trouve que les gériatres sont finalement. Mais parce que faut aussi qu'ils s'habituent, il faut aussi qu'ils aient le retour sur les résultats. C'est pas évident parce que là, ils font une évaluation gériatrique assez standard. Ils disent fragile, pas fragile. Et globalement, voilà, ils disent j'irai pas, mais finalement, le plus souvent, ils vont. Et les gériatres ont d'autres types de prise en charge qui n'ont rien à voir avec la greffe. Les chirurgiens ils utilisent des outils aussi d'évaluation. Alors globalement, je pense que ça dépend un peu, mais ils ont l'évaluation gériatrique standardisée. J'ai remis ça, c'est une espèce de grille un peu où ils vont évaluer les fonctions cognitives, la force physique, l'environnement social. Enfin voilà, les gériatres, ils font des super évaluations. Je trouve que vraiment, ils prennent vraiment le patient dans son ensemble avec son environnement. Mais voilà, le fait est que je trouve voilà. En fait, on arrive un peu à voir voilà, un petit peu à pressentir quels patients pour lesquels ça ne va pas aller. Peut-être que finalement, ceux qui vont jusqu'à la consulte gériatrique, ils sont déjà pris. Pour eux, 70 ans, c'est Pardon? 70 ans. Oui, mais ils ont accepté le principe de voir des patients de 70 ans. Là, voilà. Non, mais et puis en fait, ils utilisent les outils leur outil d'évaluation qui sont très bons et que nous on ne maîtrise pas. C'est pas précis. Juste 15-20%, c'est pour les plus de 70 ans. C'est ça la définition du âgé. Moi, je les envoie à partir de 70 ans, voir le gériatre. Non, la définition du sujet âgé. Non, parce que là, on dit 15 d'échecs. C'est les plus de 75 ans. C'est la courbe du bas, c'est les plus de 75 ans. Entre 71 et 75, c'est 85% de survie globale. Et tu vois, 61-70, moi, 60, je trouve que c'est trop jeune. Voilà, mais à la limite, si tu fais 70 comme limite d'âge, tu vois, tu es entre 80-85% de survie. Je rappelle cette étude que j'ai déjà montrée plein de fois et déjà ici, parce que c'est l'étude qui nous avait fait douter. Je suis désolé, la qualité n'est pas super, mais globalement, c'est l'étude française. Ouais, oui, ici, c'est mieux. C'est l'étude française faite à partir de l'expérience du registre Rhin des patients inscrits entre 2002 et 2013. Et vous savez, cette courbe, c'est cette fameuse courbe qu'il y avait dans le papier de Golf, qui nous disait que la greffe, c'était mieux, on mourrait beaucoup moins, il y avait un bénéfice de survie par rapport à la dialyse. Et donc ça, quand on s'est mis à faire la même étude sur les plus de 70 ans en France, on a vu que déjà, il fallait attendre 9 mois pour qu'on ait globalement un risque de décès équivalent. La période de surmortalité post-opératoire, elle s'étendait jusqu'à 9 mois. Et après, vous voyez que l'intervalle de confiance, il recroisait 1. Bon, voilà. Donc, globalement, le bénéfice en termes, la période de surmortalité post-opératoire de 9 mois n'était pas nettement compensée par un bénéfice de survie à long terme. Il y a on peut l'analyser, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est pour dire que voilà, cette étude-là, elle nous a mis
a mis le doute, elle nous a dit que probablement tout le monde ne bénéficiait pas de la transplantation. Les facteurs de risque qui étaient bien identifiés comme étant des facteurs de risque de mortalité, c'était le diabète, le nombre de comorbidités cardiovasculaires et une durée de dialyse supérieure à 2 ans, ce qui est retrouvé dans pas mal d'études, mais pas toutes les études. Je pense que là aussi, on peut peut-être s'améliorer, c'est sur éviter aux sujets âgés de faire des périodes prolongées de dialyse. Et si on veut greffer un patient, il faut l'inscrire très vite, il faut vraiment qu'il soit greffé vite. Après, quand on regarde des expériences d'autres pays, par exemple le registre australien, néo-zélandais, globalement, on retrouve, avec une méthodologie un petit peu différente, finalement, on retrouve un peu la période de surmortalité qui dure 9 mois. Hein. Vous voyez, où la survie est moins bonne chez les patients transplantés par rapport aux patients dialysés. Mais après, on trouve un bénéfice de survie au-delà de 9 ans. Avec à 5 ans, vous voyez, une différence de survie nette. On va revenir sur cette méthodologie. Et vous voyez un hasard ratio de 0,40, donc vraiment une diminution du risque de mortalité de 60%. Évidemment, très influencé par le type de donneur. Quand vous avez un donneur standard ou un donneur vivant, vous avez un bénéfice immédiat en termes de survie. Et quand vous avez un donneur avec hyperénergie, le bénéfice est plus tard. Et là, on voit déjà un peu le rôle du donneur dont on va discuter un petit peu plus tard. Et les données du registre catalan, vous voyez la même courbe, hein, globalement, il faut attendre 1 an pour avoir une mortalité équivalente. Et puis après, on a plutôt l'impression d'un bénéfice de survie. Et ce qui est intéressant, c'est quand il distingue, c'est le cartouche de droite. Globalement, quand le donneur a plus de 80 ans, le bénéfice de survie n'est vraiment observé que pour les patients de moins de 70 ans. Donc là, il y a vraiment une interaction donneur-receveur. En gros, c'était des patients qui avaient plus de 60 ans dans leur registre. Ils ont séparé en 60-70, plus de 70. Et les plus de 70 avec un donneur de moins de 80 ans, il y a un bénéfice de survie, mais par contre, de plus de 70 ans avec un donneur de 80 ans, là, il n'y a pas de bénéfice de survie. Après, tout ça, c'est des études qui sont basées sur la même méthodologie qui sont des modèles de Cox, avec globalement toujours la même idée, c'est-à-dire qu'en gros, on inscrit les patients sur les listes d'attente, il y en a qui vont être greffés, il y en a qui vont rester sur liste, et après, pour regarder la différence de mortalité, on va ajuster sur les données à l'inscription, tout en finalement ne regardant pas ce qui se passe chez les patients dialysés pendant la période d'attente. Est-ce qu'ils ont été mis en contre-indication? Est-ce qu'ils ont eu des événements cardiovasculaires? Voilà. Pourquoi ils ne sont pas greffés alors que les autres sont greffés? Et donc, probablement, et c'est ce qui est dit, hein, on surestime avec ces études-là l'effet bénéfique de la transplantation à cause de ce que les statisticiens appellent l'unité de mortalité, c'est-à-dire que s'ils ont été greffés, c'est qu'ils allaient bien. Voilà. Et qu'ils n'ont pas eu d'événements indésirables, on ne les a pas mis en contre-indication, ils ne sont pas morts. Voilà. Et donc, il y a maintenant, avec des moyens plus modernes, des gens qui ont remis en cause ces études sur l'utilisation des modèles de Cox et du hazard ratio, qui est en plus d'interprétation et de signification pas forcément évidente, parce que c'est un rapport des taux de risque de décès. Donc on voit bien que si le hazard ratio est inférieur à 1, on se dit, voilà, on a moins de risques de décéder qu'en étant transplanté qu'en étant en dialyse, mais aller expliquer que voilà, vous allez avoir un hazard ratio 0,6, 0,7, 0,8 à des patients, c'est pas très simple. Et finalement, maintenant, ce qui est proposé avec des nouvelles techniques un petit peu plus statistiques, c'est faire des essais d'émulation. Donc, en gros, les essais d'émulation, c'est prendre des grandes bases de données et puis faire ajuster sur un très, très grand nombre de variables. Faire une espèce de pseudo-randomisation, comme si on randomisait les patients entre la greffe et la dialyse. Et finalement, là, ce qui est différent, c'est qu'on prend les patients au début de la dialyse. À un moment, il y a un patient qui va être transplanté rénal, et par un score de propension ou par d'autres techniques, on va trouver son jumeau statistique
Et on va regarder finalement jusqu'à lequel meurt en premier. Et ça, donc, on fait autant de micro-essais cliniques, c'est plein de petits essais cliniques à 2 patients, qu'on fait de milliers de patients. Plus on a des grandes bases de données, plus on va être, meilleur on va être dans l'appariement. Et au moins, c'est des patients qui ont vécu la même chose jusqu'à la transplantation rénale, qui ont eu le même temps de dialyse, et globalement, sont vraiment appariés sur énormément de caractéristiques. Et après, on peut vraiment, moi c'est le bénéfice, voir l'effet net de la transplantation par rapport à la dialyse. Et on peut même chiffrer en gain d'espérance de vie, parce que ce que ça calcule, ces méthodes-là, c'est des durées médianes de survie. Alors, je vous ai mis une référence qui est, les gens en France, c'est l'équipe de Lille qui a pas mal travaillé là-dessus. Ils ont d'ailleurs réanalysé des données du registre Rhin, tout patient confondu, hein, mais c'est pour vous donner une idée, pas seulement les sujets âgés. Mais vous voyez, avec cette technique-là, globalement, après 10 ans de suivi, avec cette technique, la transplantation apporte un bénéfice de survie de 7 mois par rapport à la dialyse. Donc, quand vous greffez les gens, au bout de 10 ans, ils ont 7 mois de bénéfice. Bon. Donc, c'est presque un peu. C'est pas du tout ce que je veux. Voilà, c'est un peu percutant. C'est sûrement un petit peu discutable aussi parce que on n'est jamais sûr de l'appariement parfait, mais bon, en tout cas, ça relativise un peu le bénéfice de la transplantation. Non, c'est tout patient, c'est toutes les greffes faites en France, comparées aux patients qui sont inscrits sur la liste d'attente et qui, au moment de la greffe, restent sur la liste d'attente. Et après, on regarde la différence sur l'avantage. Hein, alors, avec un appariement sur des dizaines et des dizaines de variables, dont l'âge, dont la durée de vie. Et non, mais c'est parce qu'on l'a plus moins bien, parce qu'on dit après, je pense que les deux sont vrais, c'est-à-dire que. Alors attendez quand même. Vas-y. Avec cette continue. Non, mais parce que quand même, je viens un petit peu, presque un peu nuancé. Dire que voilà, la vision française, elle est plutôt un peu négative du point de vue de transplanteur. Les Autrichiens, ils ont appliqué cette technique, à peu près cette technique-là. Après, c'est compliqué statistiquement, mais ils ont fait une procédure d'appariement un tout petit peu différente pour regarder, en gros, si le bénéfice de survie apporté par la transplantation varie en fonction de l'âge. Vous voyez ? Et donc, ils ont fait deux phases de suivi, une à 5 ans, une à 10 ans. Et globalement, la courbe orange, c'est la survie des patients transplantés, et la courbe grise, c'est la survie moyenne des patients dialysés. Et vous avez à droite, la courbe grise, à droite, c'est le bénéfice de survie avec la greffe. Donc, vous voyez, ce qui montre, c'est que déjà, le bénéfice de survie, on ne le voit finalement qu'à partir de 40 ans. Et puis que, vous voyez, quand on regarde à 10 ans, les patients de 50 ans, ils ont 2 ans de bénéfice de survie. Les patients de 60 ans, 3 ans. Puis après, ça redescend un peu à 2 ans et demi pour les patients de 70 ans. Donc, quand même, avec cette technique-là, une vision plutôt un peu positive du bénéfice de la transplantation. Dans le registre autrichien. Tout récemment, les Américains ont fait la même chose pour les plus de 75 ans. Et globalement, donc, sur 2670 patients de plus de 75 ans inscrits, il y en a 1000 qui ont été transplantés. Et vous voyez, ce qui montre, c'est que jusqu'à 3 ans, il y a plutôt, alors la première année, surmortalité. Après, il y a survie équivalente. Et il faut que les patients survivent jusqu'à 4 ans ou 5 ans pour voir un bénéfice, c'est ce que j'ai encadré à droite, de 34 jours de survie au bout de 4 ans, de 100 jours au bout de 5 ans. Bon. Donc voilà, globalement, avec ces nouvelles méthodes statistiques, on a peut-être un petit bénéfice. Voilà, on va dire, les visions divergent un peu en fonction des pays, des expériences. Mais à plus de 75 ans, probablement, voilà, il faut survivre. C'est vraiment ceux qui vont survivre le plus longtemps qui vont avoir un bénéfice. En fait, on va pas greffer pour allonger la survie de patient. C'est pour la qualité. De toute façon, la qualité de vie. C'est la qualité. La première phrase qui est
papier, la transplantation rénale est bien connue comme améliorant la quantité et la qualité de vie. Bah, chez les sujets âgés, la quantité, probablement que ça l'améliore chez certains patients. 34 jours. Voilà, mais pas chez tous. Pas chez tous. Mais après, dans le registre autrichien, c'était un peu. Bon, voilà, donc je ne suis pas en train de vous dire, voilà, mais les résultats sont contrastés et sûrement moins nets que lorsqu'on faisait, il y a 15 ans, des études Cox, et surtout américaines, où les gens, quand même, on sait, pendant très longtemps, ont été mal diagnosés, et je pense probablement, et en plus avec des biais statistiques. Là, c'est quand même probablement moins biaisé sur le plan statistique. Alors, comment mieux faire? Déjà, il y a probablement l'accès à la liste d'attente. Quand on regarde les données brutes de la liste de l'Agence de la biomédecine, on voit que, donc si vous regardez, ça c'est les différentes catégories de patients, actifs, ou inscrits, greffés et décédés sur liste en fonction de l'âge. Et si on prend les trois catégories du dessus, c'est les plus de 65 ans, donc ce qu'on pourrait appeler les sujets âgés. On voit que globalement, maintenant, un tiers des patients qu'on inscrit ont plus de 65 ans, et pareil, un tiers des patients qu'on greffe 65 ans. Par contre, vous voyez que 50% des patients qui décèdent sur liste ont plus de 65 ans. Donc là, il y a probablement un problème de sélection des patients, puisque finalement, on vont pas jusqu'à la greffe et ils décèdent plus sur liste que les patients. Faut savoir qu'en France, l'âge est le principal facteur impliqué dans la durée d'attente. Vous voyez que plus vous vieillissez, plus votre durée d'attente augmente, avec pour les 66-75 ans, vous voyez, une médiane d'attente de quasiment 4 ans. Donc c'est vraiment les derniers, c'est les patients qu'il faudrait greffer le plus vite, ceux qu'on greffe le plus longtemps. Après, ça rebaisse après 75 ans, parce que probablement il y a un peu moins de demandes, et comme il y a beaucoup de donneurs très âgés, on les greffe probablement un petit peu plus vite avec des reins provenant de donneurs très âgés. Il y a une explication sur le fait de la durée, non, pour les 66-75 ans. Ben, peut-être qu'on refuse plus de reins, peut-être qu'il reste. Et encore, non, ça prend pas le temps. Non, ça prend pas le temps d'attendre l'ancienneté. Ça prend pas le temps d'attendre l'ancienneté. Donc, c'est vraiment la durée cumulée. Donc. Ce qui est vrai, oui, mais c'est une grève, pardon. C'est, je sais pas, qu'est-ce qui fait que à 66-75 ans, tu as moins de greffons, moins de même âge? Ce qui est vrai, c'est que à 65 ans. Et par définition, quand tu es en période, tu n'es pas greffé. Et donc, quand après, il y a des. Je ne vais pas donner les noms, mais les gens vont dans les centres de transplantation, on leur dit oui, c'est dans 2 ans, ils sont pas en dialyse, donc c'est pas dans 2 ans. C'est dans 7 ans. Ah oui, Parce que là, ils ont appris aussi les implantifs. Ah oui, c'est tout. Oui, les implantifs. Madame D, elle a attendu 7 ans. Oui. Elle est passée donc de 80 ans à 87 ans. Alors c'est vrai, je pense que c'est sur la diapo d'après, tu as peut-être raison, mais quand tu regardes ceux qu'on a inscrits en préemptif, les sujets âgés sont ceux qu'on inscrit le moins en préemptif. Peut-être que toi, tu inscris tout le monde en préemptif, mais quand tu regardes sur les données nationales, tu vois, on les a pas, tu vois, c'est ceux qui sont le moins inscrits préemptivement, et c'est eux qui vont accéder à la liste d'attente. Probablement, on prend plus de temps, probablement, on met plus de temps. Les centres de dialyse, peut-être, les envoie plus tard. Là, c'est par rapport à la durée de dialyse. Hein. Ça, c'est le nombre de mois de durée de dialyse. Voilà. Il y a probablement quelque chose à faire sur le fait de référer les patients âgés rapidement. Après, je suis d'accord avec Eric, les inscrire préemptivement, c'est quand même utile si on essaye de motiver le don vivant. Si c'est l'occasion de faire motiver le don vivant, de regarder c'est une possibilité. Mais à l'heure actuelle, il y a très peu de préemptives. Et avec le nouveau score qui arrive, je pense qu'on aura quasiment plus qu'une. Voilà. Puisque À part de dormir. À part de dormir. Mais le fait de dire au moins le J0 de la greffe, ça y est, ils sont actifs. Regarde, on commence, voilà. Tandis que si tu commences en pré-greffe, une fois que tu as dialysé les délais d'obtention de ça, bah, tu vois que c'est 6 mois ou 8 mois. C'est le préemptif permet juste en fait, de commencer à décompter l'attente à partir du J0. C'est pour ça que... Mais moi, je vois beaucoup de patients âgés qui sont agressés
2 ans ou 3 ans de dialyse. Donc, ça, c'est pas. Et c'est ce que montre cette diapositive. Et moi, pense je les que pousse au donneur vivant, enfin, 80 ou 85 ans. C'est pas très facile non plus, tu vas en parler certainement. c'est pas facile. Donc voilà, ils sont peu greffés préemptivement, ces patients-là, j'avance, et puis ils ont de moins en moins recours aux donneurs vivants. Si vous regardez le pourcentage de greffes à donneurs vivants avec la tranche d'âge, avec le maxi, c'est les 30-55 ans, et puis après, ça baisse comme peau de chagrin pour atteindre à 70 ans, voilà, entre 4 et 7%. Alors que, quand vous regardez les études, et celle-là c'est une, mais il y en a plein d'autres qui le montrent, c'est ce qui donne les meilleurs résultats chez les sujets, c'est la greffe à donneur vivant. Si vous regardez toujours ces fameux hazard ratios, elles ont quand même un intérêt, c'est de vous montrer le risque de surmortalité post-opératoire. Donc, plus on prend des reins marginaux, plus cette surmortalité, elle s'étend dans le temps après la greffe. Et vous voyez que pour les greffes à donneur vivant, c'est des points rouges, il n'y a pas de surmortalité. C'est-à-dire qu'avec la greffe à donneur vivant, c'est programmé, vous greffez le patient, le rein replisse, et le plus souvent, les gens sortent rapidement, il ne s'est rien passé. Voilà. C'est des greffes sans complications, et pour les donneurs âgés, c'est ce qu'il faut. Alors qu'on les greffe avec des reins de donneurs très très ECD, qui vont mettre 3 semaines à reprendre, pendant ce temps, ils restent perfusés avec la sonde, avec le truc, ils font des complications, l'infection, comme ça, et c'est agréable. Donc, je pense que, moi personnellement, je trouve que c'est probablement la meilleure technique si on veut greffer les sujets âgés. C'est vraiment comme ça qu'on y arrive, qu'on a des bons résultats. Là, c'est 65%. Oui, mais c'est oui, semblable. mais non, je suis d'accord, mais bon, mais il y a plein d'études qui montrent que ça donne des excellents résultats, quel que soit l'âge d'ailleurs. Mais les patients âgés, quand tu leur parles, enfin, pas moi en tout cas, ils ont honte. Oui, ils se disent, Soit c'est leur les enfants, ils veulent pas trop, 80, les conjoints, c'est les conjoints. c'est les coups. Et quelques enfants. Oui, oui. J'ai un fils qui a donné à sa mère de 81 ans. Il m'a dit non, mais moi je veux plus. Même s'il lui reste 2 ou 3 ans, peut-être qu'il dit bien. Moi, je leur en parle là-dessus. Mais c'était une semaine d'hospitalisation. La dame, elle est sortie d'une semaine. C'était nickel, c'est rien fait. Alors, bon, ça c'est pour, je dirais, le premier levier. Voilà, c'est l'adressage précoce, si possible préemptif, et avec des données importantes. Après, dans la sélection, bon, ça c'est des choses que je vais avancer un peu. Ce qu'on fait tout, voilà, le message principal, c'est, mais ça maintenant, on est tous persuadés, c'est-à-dire que juste le dépistage des comorbidités, ça suffit pas chez les sujets âgés, juste dépister la cardiopathie ischémique, vérifier le scanner, ça suffit pas. Hein. J'ai mis score de Charlson spécial dédicace pour Hélène qui en a fait pendant toute sa thèse. Mais voilà, c'est bien, mais la comorbidité, ça suffit pas chez les sujets âgés. Et donc, il faut les montrer aux gériatres. Il faut rechercher ce qu'on appelle la fragilité, qui est très prévalente chez les patients insuffisants rénaux, même pas forcément âgés, hein, qui est déjà très prévalente même chez les sujets non âgés, mais encore plus chez les sujets âgés en dialyse, et qui fait que, en présence d'un stress médical, comme une intervention chirurgicale lourde comme une greffe rénale, les patients vont avoir une dégradation de leur état fonctionnel et ne vont pas revenir à leur état antérieur. Si ça se répète, ça se répète, ça se répète, et après les patients rentrent dans la dépendance, c'est pas les hospitalisations et le décès. Il y a plein de littérature là-dessus maintenant. Je montre toujours cette diapo. Il n'y a pas de révolution là-dessus parce que globalement, ça a été bien montré beaucoup par cette équipe de Baltimore. Globalement, donc c'est très prévalent chez les patients candidats à la greffe, hein, la fragilité, et c'est associé à une mauvaise qualité de vie, c'est associé au risque de décès, c'est associé au risque de troubles neuropsy en post-transplantation, d'intolérance médicamenteuse, associé à la durée d'hospitalisation et au risque de réexposition. C'est vraiment quelque chose qu'il faut dépister avant la greffe, mais ce qui est compliqué avec la fragilité, alors ça c'est un exemple d'évaluation gériatrique standardisée, parce que globalement, pour rechercher la gériatrie,
pour rechercher la fragilité, la première publication, c'était des critères de Fried. Ce sont des critères, 5 critères pour déterminer la fragilité. En France, les gens utilisent beaucoup l'évaluation gériatrique standardisée, ça met à peu près 1 heure, et ça prend en compte tout un tas de fonctions nutritionnelles, activités de la vie quotidienne, accompagnées, la mobilité, les troubles des fonctions supérieures, sensorielles, etc., etc. Et puis l'environnement socio-économique. Et ça, au final, ça te donne un score comme déjà poussé. Non, ça ne donne pas un score, mais ça te donne une conclusion en disant fragilité cognitive, fragilité physique, mauvais entourage, donc risque de dépendance en post-transplantation, risque de déclin cognitif. Voilà. C'est comme ça qu'on répond les gériatres. Ils ne nous donnent pas de. Il y a des échelles chiffrées, hein, voilà. Mais en tout cas, pour la pratique clinique, pas la recherche, voilà, ils nous répondent comme ça. Alors, ce qui passe très bien, mais ce qui passe un peu mieux là, ce qui est compliqué avec la fragilité, c'est que, en fait, on pourrait se dire, bah ouais, si les gens sont fragiles, je vais contre-indiquer la greffe. Or, quand on regarde, alors je vous explique, il faut regarder la partie de gauche. Globalement, c'est l'échelle de Fried au baseline. Et donc, vous êtes fragile lorsque vous avez une échelle de Fried à 3 sur 5. Donc, vous êtes fragile à 3, 4 et 5. Et vous voyez, pour les patients qui sont 3, 4, 5 avant la greffe, il y en a une partie qui va s'améliorer à 1 an. Vous voyez, donc ils vont passer de 3 à 2 à 1 ou à 0. Il y a une partie qui va se dégrader. Voilà. Donc, en fait, le déclin après la greffe, quand on est fragile, n'est pas forcément une fatalité. Donc, on pourrait se dire, ouais, je vais contre-indiquer tous les patients fragiles. En fait, c'est pas si simple que ça. Ils peuvent être fragiles en dialyse et s'améliorer après en transplantation. Et puis, vous voyez, là, c'est les variations du phénotype dans les mois post-transplantation. Et globalement, bah, voilà, vous avez des patients à 3 mois, vous avez à 1 mois, vous avez un peu plus de patients fragiles, et puis après, c'est plus. Donc, c'est pas si simple et on ne peut pas juste se contenter de contre-indiquer. Par contre, je pense qu'à partir du moment où on a trouvé de la fragilité, et je pense que ça, c'est ce que ça vient prescrire les gériatres, il faut tenter de la traiter. Parce qu'on ne faut pas juste contre-indiquer, il faut essayer d'améliorer les choses. Et il n'y a pas encore beaucoup de papiers sur la préhabilitation en transplantation rénale, mais là, celui-là, il est paru l'année dernière dans la JKB. Globalement, c'est une équipe espagnole. Sur 121 patients, vous voyez un âge médian de 63 ans. Globalement, ils leur ont fait un programme de 8 semaines de préhabilitation avec des sessions d'1 heure par semaine d'exercice pour les reconditionner à l'effort, globalement, améliorer leur capacité. Et ce qui montre, c'est qu'ils y arrivent relativement bien. Ils améliorent les capacités d'exercice, ils améliorent la force de tension, ils améliorent la masse musculaire. Voilà. Donc, en fait, les patients fragiles ou avec des signes de fragilité physique en dialyse sont tout à fait améliorables avec un programme, on pourrait dire modeste, hein, parce que 1 heure d'exercice 3 fois par semaine, pendant 8 semaines. Bon, voilà. C'est pas je pense que c'était fait après la dialyse. Parce que maintenant, les gens ont des pédaliers, voilà. On peut faire des choses, il y a des assistants comment ça s'appelle là, APA, voilà. De l'activité physique. Il y en a un qui vient en dialyse, il fait travailler les gens. Bon. Donc, c'est quelque chose, je pense, d'envisageable. Ce n'est pas une fatalité si les gens sont fragiles, surtout si le candidat à une greffe peut améliorer leur état fonctionnel. Et ça, les gériatres, je pense, voilà, prescrivent de la kiné, mais on peut avoir des vrais programmes, je pense, pour ces patients. Après, pour finir, autre point sur lequel on peut essayer de s'améliorer, c'est le matching donneur-receveur. Bon. En France, comme dans beaucoup de pays, on arrive à greffer les sujets âgés parce que on les greffe avec des reins de donneurs âgés. Et globalement, ils sont matchés à l'âge. Ils ont d'ailleurs souvent des reins un peu plus âgés qu'eux, même en étant âgés. On va jusqu'à 80, 85, 90 ans
voilà, on arrive à les greffer que parce qu'on les greffe exclusivement avec des reins de donneurs âgés. Et ce qu'on voit sur les courbes de l'Agence de la biomédecine, c'est que, vous voyez, c'est les mêmes tranches d'âge, hein, globalement. La survie globale, plus l'âge du donneur augmente, plus la survie diminue. Vous voyez, à 5 ans, quand vous avez un donneur de 75 ans, votre survie globale, elle est de 52,7%. Quand c'est 70 ans, c'est 65%. Donc, il y a vraiment une influence importante de l'âge du donneur et sur les résultats de la transplantation. Alors, comment on l'explique? On l'explique par le fait que si tu mets un rein qui va mal fonctionner, qui va mettre du temps à repartir, qui va prolonger des hospitalisations chez quelqu'un qui est déjà très fragile, qui a déjà beaucoup de comorbidités, etc., ça va compliquer sa greffe et notamment ça va augmenter le risque de décès. C'est une explication, je dirais, c'est une explication basique. Après, il y a peut-être des explications biologiques aussi. Alors, il y a de l'antigénicité, des greffons âgés, il y a tout un tas de choses qui peuvent rentrer. Tout n'est pas expliqué par la DGF. Non, tout n'est pas expliqué par la DGF. Tout n'est pas expliqué par la DGF. Il y avait à un moment, je me souviens, Michel, qui a fait son étude, voilà, plus le donneur est âgé, plus il y avait de risque de progression de la maladie vasculaire chez le receveur. Comme ça, possiblement des interactions, on ne mesure pas bien donneur-receveur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand vous cumulez voilà, un donneur âgé très marginal avec un receveur âgé, ça ne donne pas de bons résultats. Or, on arrive globalement à les greffer comme ça. Donc, il faut essayer d'être un peu meilleur. Nous, on avait fait un travail avec l'Agence de la biomédecine en reprenant les données du registre rein. On avait pris 4500 patients de plus de 65 ans. Et globalement, on avait regardé, oui, c'était des receveurs de 70 ans, des donneurs de 72 ans. Globalement, on avait fait un modèle logistique en prenant comme endpoint un échec à 1 an, justement parce que je trouvais que, on avait bien discuté, on s'était dit, voilà, quand on voit un patient, il faut qu'on soit capable de lui dire, voilà, dans 1 an, quels sont les résultats. Et on s'était dit qu'une greffe qui a 1 an échoue, c'est une greffe futile. Donc, on avait pris comme endpoint soit le décès, soit le retour en dialyse, soit une durée d'hospitalisation cumulée supérieure à 3 mois. En se disant que si le patient il a passé plus de 3 mois à l'hôpital, sûrement sa qualité de vie a dû être extrêmement médiocre et il a dû avoir plein de complications. Donc, on avait considéré ça comme un échec. On avait fait, vous voyez, on avait globalement 18% d'échecs. On avait peut-être des résultats un petit peu meilleurs que ceux que je vous ai montrés tout à l'heure, mais globalement, on est quand même à 18% d'échecs. On avait fait donc notre modèle multivarié. On avait retrouvé comme facteur du receveur l'âge, la durée de dialyse, la dynamique de diabète, l'infarctus, la rythmie, l'index masse corporelle, la présence d'un amyloïde abdominal, facteur du donneur, l'âge, protéinurie, la dose de catécholamine, le DHG estimé, la présence d'un arrêt cardiaque, HTA, diabète et d'ischémie froide. Et dans les facteurs immunologiques, on avait trouvé que celui qui l'emportait, c'était le nombre de mismatchs chez l'ADR. Et en fait, on avait construit un score. En fait, on avait combiné 3 scores, donc le score receveur, le score donneur et le score immuno. Et on avait finalement fait avec un logiciel de ce qui s'appelle de la partition récursive. En gros, ça vous aide à construire des arbres décisionnels. Et vous voyez, on part donc, du score du patient, du receveur, et on lui calcule son score de risque. S'il a un score de risque supérieur à un 19, ça c'est la machine qui nous a dit que le seuil était un 19, on regardait son score du donneur. Pour les patients qui avaient un score donneur supérieur à 3,2, vous voyez, on était à 42% d'échec à 1 an. Quand on avait un score, donc on a mis feu rouge, hein, quand on a un score inférieur à 3,2, on était à 23% d'échec. Ensuite, si on prend les receveurs, donc ça, en gros, receveur le plus à risque avec donneur le plus à risque, ça va pas. Donc, il ne faut pas y aller. 23% d'échec, on peut se dire, bon, c'est à peu près les données moyennes. Après,
Après, pour les receveurs à moindre risque, donc avec un score inférieur à 1,19, si le donneur a un score cette fois-ci supérieur à 3,45, bah, on regarde le nombre de mismatchs, et s'il y a 2 mismatchs DR, là on est à 47% d'échec. Donc on n'y va pas. Après, si on a entre 0 et un mismatch DR, c'est 25% d'échec, c'est à peu près peut-être acceptable. Et après, par contre, si on a un score patient inférieur à 1,19 et un score donneur inférieur à 3,43, on a des taux d'échec qui sont acceptables. Voilà. Donc, C'est plutôt des mismatchs plus que l'encore de chez la DSA. ouais, bah parce que les DSA, avec Ça les dépend données, encore. on les avait pas avec les données d'un 1, elles sont pas Imaginez la suffisamment. suffisamment de DSA. Quoi. Oui, on pourrait tout à fait imaginer. Alors, plus tu as un risque immunologique élevé. Oui, ça a bien été montré quand tu cumules l'âge du receveur, l'âge du donneur, le DSA. Tout à fait, on pourrait tout à fait. Le dernier succès, bref, c'est un petit peu ça. A été cumulé. Donc, Des flux, c'est épigraphe. Non, il y avait quelques miracles. Non, ça change, je dirais pas que ça change rien, parce que les migraines, ça a plutôt des bons résultats. En termes quand même, plutôt des bons résultats en termes de fonction de greffe. Maintenant, plus personne n'en fait, parce que on considère que les reins qui pouvaient aller à l'époque en greffe, c'est devenu des reins merveilleux, on les greffe en monogreffe. Personne n'en fait. On est tous tellement à la recherche de reins que, voilà. ouais. Mais Y, c'est un vrai modèle qui montre que la masse néphronique est vachement importante et que, en fait, on a tort de se dire que peu importe le rein, peu importe la fonction du rein, peut y aller, tout est pareil. Non, tout n'est pas pareil. On avait des bien meilleurs résultats. On avait repris des chiffres d'expérience nationale des Y, on avait des très très bons. Et quand les mêmes reins étaient mis en monogreffe, voilà. Donc, voilà un outil d'aide à la décision, d'ailleurs, qu'on voudrait proposer, qui est assez simple, en fait. Hein. Il suffit de rentrer quelques caractéristiques du receveur, les caractéristiques du donneur, et voilà. C'est une aide au choix. Globalement, ça pourrait nous aider à greffer les patients âgés en disant, ben voilà, là, pour ce patient-là, je ne peux pas me permettre de le greffer avec un donneur comme ça, ou de le greffer avec un donneur comme ça, et en plus, deux incompatibilités. Ça pourrait pas être implémenté avant l'appel de greffe, en disant, bah, voilà les caractéristiques pour le receveur, on ne va même pas proposer ce greffe-là pour le receveur-là, parce que c'est On ne peut pas. Je vois ce que tu veux dire, mais non, tu fais les transplanteurs, si tu commences à leur dire que tu vas choisir pour eux, ça ne va pas bien se passer. Ouais. Mais d'un côté, oui, c'est le Au moment de l'appel de main, c'est en gros, et en plus, ça impliquerait de rentrer toutes les caractéristiques des receveurs dans le stade, que ce soit ça qui fasse le calcul. Et or, tu vois, ça veut dire mettre à jour la cardiopathie, mettre à jour. Non. Je pense que c'est trop compliqué. Par contre, il y a les donneurs, elles sont dans le stade, et à toi de te connecter, tu rentres cette caractéristique de receveur, centre par centre, et ça te donne tout choisir pour le transplanteur, c'est faire un peu pour le malade. les équipes de transplantation tiennent beaucoup à leur autonomie. Oui, mais alors, Non, mais c'est une aide au choix, c'est pas une. Tu vois ce que je veux dire? C'est une aide au choix. Ah, si on veut que ça soit accepté, en fait, tu vois, bon, je pense que ça serait trop compliqué. un outil optionnel. Voilà, un outil qu'on peut utiliser pour essayer d'améliorer cela. Voilà. Bon, donc globalement, les idées maîtresses, c'est, on voit bien que les gains d'espérance de vie chez le sujet âgé, c'est très inconstant en fonction des études. Et donc, en fait, tout est dans la sélection du patient. Tous les patients ne vont pas bénéficier en termes d'espérance de vie. Qu'il faut les inscrire tôt, si possible préemptivement, vraiment pas s'interdire les données en temps. Et puis, voilà, sauver des gériatres et puis améliorer le matching de données. Voilà un petit peu les pistes d'amélioration. Est-ce que vous impliquez les gériatres dans la prise en charge post-greffe? Parce qu'on a bien vu que
Non, des, enfin, non, des et, compétences en pré-greffe, mais en post-greffe, finalement. et tu sais, je me pose beaucoup la question. Ouais. Euh, on les implique pas trop, enfin, on les appelle maintenant, comme maintenant qu'ils voient un peu nos patients, on les appelle quand les patients sont greffés, mais par exemple, non, voilà, on ne met pas les patients en gériatrie. Ouais, non, bien sûr. Encore que, ça dépend de pourquoi, peut-être pas en post-greffe immédiate, mais à 6 mois, 12 mois, quand on vient le problème des chutes à répétition, ou la peur de dépendance, telle ou telle chose, peut-être que eux, ça vous Mais probablement, là où ils peuvent nous aider, c'est sur tout de suite, tu vois, la mise au fauteuil, tout de suite la kiné, tout de suite. C'est ça qu'on n'a pas dans les services de soins, c'est pouvoir tout de suite mettre les patients, tout de suite des J1 au fauteuil, avec la kiné, tout. Eux, c'est ce qu'ils font. Eux, il n'y a pas un patient en gériatrie aiguë, ils sont tout de suite, les patients de la kiné, tout de suite, ils sont les fauteuils, ils sont mobilisés. En tout cas, on peut s'aider de leurs outils, mais voilà, le truc, c'est que nous, par exemple, on n'en a quasiment pas. On a 5 minutes par patient. Encore, voilà. Or, je pense que c'est vraiment critique c'est pour ces patients-là. La mobilisation, tout de suite, c'est hyper important. C'est une vraie question. Est-ce qu'il ne faudrait pas leur faire un dépistage de ça un peu annuellement, je pense. Et puis, en fait, voir un contact avec la chaîne permet aussi après de les faire rentrer dans la famille lingère. Derrière, s'ils sont déjà connus, déjà les greffés une fois en pré-greffe, c'est plus facile de les ressolliciter après la greffe parce qu'on voit bien, en fait, ils sont également complètement débordés par la masse de patients qui viennent de tous les endroits du monde, en fait, en gériatrie. Mais s'ils ont déjà vu le malade avant, ils ont participé au processus de sélection pour la greffe, donc après, ils peuvent être plus aidants pour nous, en fait. Après, je me dis que moi, si on a bien fait notre boulot de sélection, globalement, ça devrait être des patients qui ne devraient pas revoir les gériatres. Tu vois? Parce que s'ils ont besoin des gériatres à 70, 75 ans, ça veut dire que voilà, l'évolution n'a pas été claire. Est-ce qu'en termes de traitement immunosuppresseur, tu changes des choses, tu fais des choses différemment chez la personne plus âgée? Je pense qu'il faut éviter le retour aigu. L'émission de corticoïdes. Je pense que il n'y a pas de globalement, il n'y a pas de super étude. Alors, quand même, pour répondre, c'est pas tout à fait vrai. Je pense que ce qui est montré dans les papiers, c'est que ce qui est néfaste, c'est les épisodes de rejet. Parce que les bonus de Solimenrol, comme ça, c'est pas bon. Après, la minimisation, je crois que c'est pas une bonne idée. Ils sont pas si immunosénescents que ça. Il y en a qui font des rejets humoraux, il y en a qui font des rejets cellulaires. Je pense que il n'y a pas de papier qui a montré que c'était bien de les greffer systématiquement sans corticoïdes, ou de leur faire une minimisation. Faire du bêta-7 plus souvent. Ouais. Alors, le bêta-7, on est souvent contraint de le faire parce que comme on leur met des reins âgés, ils ont de la dysfonction. Mais je m'en méfie plutôt chez les sujets âgés à cause de l'immunodépression. Par contre, nous, ce qu'on fait beaucoup maintenant, et je dirais quasiment tous les sujets âgés ont ça, c'est l'association tacro-hétéro. Et globalement, c'est assez bien toléré, donc type protocole transforme, c'est-à-dire tacro faible dose, avec de l'élucertivant. Et globalement, c'est bien toléré. Et les patients, voilà, ça se passe bien avec eux. Plutôt l'impression de voir un peu moins d'infection. C'est montré qu'il y a moins d'infection virale. Peut-être qu'on montrera un jour un effet bénéfique sur le cancer. En tout cas, c'est une immunosuppression. Moi, j'ai l'impression qu'ils tolèrent bien, on a regardé, on la change très rarement. Une fois qu'on l'a mis au début, on ne la change pas. Est-ce que les anticarsinoïdes vont donner un effet sur, je sais pas, la vasculopathie cérébrale, Je ne sais pas. C'est un effet vasculaire, après, sur le cerveau. Je sais pas. Voilà. Je crois qu'on a du mal à s'en passer. Je ne pense pas qu'il. En fait, je pense qu'il y a aucune étude qui a montré qu'il fallait faire un truc différent. Même le SAL. Les gens de Nantes, ils ont publié un protocole allégé de SAL avec 2 ou 3 jours au lieu de 5. Ça se passe très bien. Voilà.
Merci beaucoup. Merci de votre beaucoup, invitation. Renaud. Merci à toi. Et arrêtez l'inscription de